Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons la sobriété énergétique et la nécessaire transition d'un monde du pétrole vers un autre monde. Pas évidente pour tout le monde, tant demeurent des résistances. Pas seulement techniques, notre société s'est développée jusqu'à plus soif sur les énergies fossiles, mais aussi et peut-être surtout culturelles, tant nous avons du mal à changer nos habitudes et nos comportements. En Meurthe-et-Moselle, au sud-ouest de Nancy, un vaste territoire s'engage dans cette voie. Avec nous, le chef de projet Transition du pays Terre de Lorraine. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Thomas Bailly, bonjour. Bonjour Éric. Merci de me recevoir au siège du pays Terre de Lorraine à Colombey-les-Belles, en Meurthe-et-Moselle, qui s'est engagé dans un projet TEPOS. C'est quoi un projet TEPOS, Thomas Bailly ? Alors, TEPOS, ça veut dire territoire à énergie positive. Le principe, c'est un territoire qui s'engage pour réduire ses consommations d'énergie sur ce territoire par la sobriété énergétique et l'efficacité énergétique, et ensuite couvrir le reste de ses consommations d'énergie par les énergies renouvelables. Et l'objectif, c'est d'atteindre à l'horizon 2050-2060 l'autonomie énergétique pour ce territoire. Voilà ce que c'est la démarche TEPOS, territoire à énergie positive. L'autonomie énergétique, Thomas Bailly, ça veut dire qu'on n'aura plus besoin d'importer de l'énergie de l'extérieur pour ce territoire ? C'est ça, idéalement, alors c'est une utopie au départ, mais effectivement c'est ça, c'est de pouvoir produire localement l'ensemble de nos besoins en énergie et ne plus importer de gaz de Russie, mais prendre du gaz produit par exemple dans des méthaniseurs de nos agriculteurs. Yann Arthus Bertrand nous explique pourquoi, précisément, nous devons nous engager dans cette fameuse transition. L'ère du pétrole abondant et bon marché touche à sa fin. Et pourtant, nous en consommons de plus en plus tous les jours. C'est ça le paradoxe. Car le pétrole est partout. Dans les vêtements que nous portons, dans ce que nous mangeons, dans nos médicaments. Sans pétrole, tous les avions seraient cloués au sol, comme ici. Avons-nous pris conscience de ce qui va changer dans nos vies ? Certainement pas. Et c'est ça qui dérange. Nous sommes à un tournant de notre histoire. Et ce soir, vous allez comprendre pourquoi. Nous sommes en train de brûler en moins de 200 ans ce que la nature a mis des millions d'années à fabriquer. Les réserves de pétrole s'épuisent et les experts ont prospecté la planète entière. Je ne pense pas que nous allons trouver de nouvelles grandes réserves qui n'ont pas déjà été découvertes. Alors les compagnies pétrolières sont prêtes à tout. Comme en Alberta, au Canada, le deuxième plus grand gisement après l'Arabie Saoudite. Jour et nuit, des engins se relaient pour exploiter des sables imprégnés de pétrole en détruisant une forêt boréale millénaire. On aura reconnu la voix du photographe Yann Arthus Bertrand dans cet extrait du 10e épisode diffusé la première fois en France le 25 novembre 2009 sur France 3, intitulé « La fin du pétrole » de la série documentaire Vue du ciel qu'il présente, et diffusé à partir de 2006, d'abord sur France 2 pendant 2 saisons, puis sur France 3 pour la saison 3, qu'il arrêtera définitivement en juillet 2011, malgré une bonne audience, allez comprendre. Pour autant, Thomas Bailly, nous sommes plus que jamais concernés par la fin annoncée du pétrole. Effectivement, c'est le sens de ces démarches territoire énergie positive TEPOS qu'on a initié sur le territoire du pays Terre de Lorraine. Alors peut-être quelques mots sur le pays Terre de Lorraine. J'allais vous le demander. C'est un territoire de 100 000 habitants au sud-ouest de Nancy. La ville principale, c'est Toul. On a 156 communes, plus de 4000 entreprises. Et donc, ce territoire Terre de Lorraine est composé aussi de 5 comités de communes. Le pays est ce qu'on appelle une coopérative de comités de communes, 5 comités de communes, la communauté de communes du Toulois, Azélan-et, le Saintois, le secteur de Colombey-les-Belles et Neuve-Maisons avec la communauté de communes de Moselle et Madon. Quand vous dites une coopérative, Thomas Bailly, c'est un peu une façon de parler, peut-être même une façon de travailler. Juridiquement, ce n'est pas une coopérative. Oui, c'est vraiment une image, c'est-à-dire on est un statut associatif et nos membres sont les 5 comités de communes. Après, l'idée, c'est le travail se fait de manière coopérative entre les comités de communes au sein du pays. Je crois savoir que c'est un terme qui plaît particulièrement au président de l'association Pays Terre de Lorraine. Oui, effectivement, qui est d'origine agricole, où le mouvement coopératif était très présent dans les milieux agricoles. Donc c'est vrai que le sens de coopérative sur Terre de Lorraine,
qui est un territoire urbain mais encore beaucoup rural, la coopération se fait assez naturellement. Et le président que l'on évoque à l'instant s'appelle Dominique Potier, bien sûr, député de Meurthe-et-Moselle. La démarche TEPOS, on va peut-être y revenir un peu plus longuement avec vous, Thomas Bailly. En introduction, vous nous avez expliqué très brièvement. J'aimerais que, voilà, on prenne un peu plus de temps pour expliquer ce qu'est une démarche TEPOS, territoire énergie positive. Alors une démarche TEPOS, c'est comment on met en mouvement un territoire dans une démarche de développement local autour de la démarche de l'énergie. Comment l'énergie, elle peut être moteur de développement économique, réduction de la précarité énergétique, création d'emplois. Et donc l'idée, on est parti sur un diagnostic, on a regardé les consommations d'énergie du territoire et la facture énergétique. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est l'entrée économique. La démarche TEPOS, c'est comment je réduis les émissions de gaz à effet de serre, comment je réduis la consommation d'énergie, mais aussi comment je réduis la facture énergétique. Et donc on a mesuré 300 millions par an de consommation d'énergie et de facture énergétique, 300 millions d'euros par an, pardon. Pour l'ensemble du territoire. Pour l'ensemble du territoire, que ce soit les entreprises, les collectivités locales, l'hôpital, les habitants. Voilà, donc il y a 300 000 euros. Et dans ces 300 millions d'euros, il y a 6% seulement d'origine locale renouvelable. C'est-à-dire l'essentiel vient de l'extérieur. Donc le territoire doit payer pour se chauffer, pour s'éclairer, pour ses besoins, pour les entreprises, pour les collectivités, les particuliers. À partir de quand a été lancée, Thomas Bailly, cette démarche de TEPOS, de territoire à énergie positive? Et puis, est-ce que ça a été une surprise, à la fois pour les élus, pour les habitants, pour vous-même peut-être, de découvrir que finalement ce territoire, mais il y en a, j'imagine que tous les territoires sont dans la même situation, quasiment, de constater qu'on est à ce point dépendant finalement d'une énergie importée? On est globalement dépendant de l'énergie importée en France. Le pétrole, le gaz et une partie de l'électricité viennent de l'extérieur. Le charbon vient de l'extérieur. Donc tout ce qui est fossile vient de l'extérieur. Il n'y a que les énergies renouvelables. Les nucléaires, c'est l'énergie, l'uranium vient de l'extérieur. Donc la ressource, la matière première vient de l'extérieur. Donc on fait partie, la moyenne des territoires en France où on est très faiblement autonome en énergie. Donc c'est vraiment dans la moyenne française. De quand date la mise en place de cette démarche de territoire à énergie positive ici dans le pays Terre de Lorraine, Thomas Bailly? On a initié ça en 2014, donc c'est très récent. On a un très jeune même territoire TEPOS. Et donc on a initié en 2014 par un diagnostic, j'évoquais tout à l'heure, des consommations d'énergie, la production d'énergie renouvelable, donc on est à 6%. Et puis en 2015, on a initié une démarche de participation pour mobiliser les acteurs, pour définir quelles actions on souhaite mettre en place pour le territoire Terre de Lorraine. Alors on y reviendra tout à l'heure dans le détail avec vous de ces actions, Thomas Bailly, mais j'ai envie de revenir sur, vous le disiez à l'instant, une démarche très récente. On se souvient, pour les plus anciens d'entre nous, des chocs pétroliers. Comment se fait-il qu'il a fallu attendre 2014 pour se poser la question, déjà pour prendre conscience de cette dépendance énergétique et puis pour entrer dans une démarche de sobriété énergétique? Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas de culture sur le territoire, d'acteurs, on va dire, associatifs forts ou de collectivités locales qui étaient très engagés sur les questions d'énergie sur Terre de Lorraine. Il y a beaucoup d'actions dans le champ du développement économique. Le pays s'est beaucoup construit autour du développement économique avec une agence de développement économique, une maison de l'emploi, une maison du tourisme, donc vraiment des actions économiques. Un espace info-énergie qui a été la première action il y a 10 ans. Et puis récemment une démarche de développement durable, de transition qui est née et ça fait partie de ce mouvement récent sur Terre de Lorraine autour des questions de transition énergétique. Pour autant et étonnamment, certains territoires ont pris très tôt conscience de la situation. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Le territoire possède déjà de nombreux équipements d'énergie renouvelable. L'usine de méthanisation Geotexia, des chaudières bois réalisées ou en projet, de l'électricité solaire, une unité d'huile carburant, un futur parc éolien et une pépinière d'entreprise dédiée à l'énergie. Nous avons commencé en 1965. Le Mené, c'était un pays qui n'existait pas, un territoire qui avait traversé l'histoire de manière anonyme. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est à partir de l'enquête de participation que j'ai fait avec des étudiants et avec les jeunes agriculteurs du coin qu'on a pris conscience qu'il fallait se réveiller. C'était le témoignage de Paul Houet, ancien maire de Saint-Gilles-du-Méné et figure emblématique du pays du Méné, un petit territoire breton situé à une 50aine de kilomètres au nord-ouest de Rennes, dans une vidéo réalisée en 2015 par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Avant-gardiste dans le Mené, Thomas Bailly. Oui, effectivement, le Mené fait partie du réseau des territoires TEPOS en France, dont on fait partie, et c'est un des précurseurs, des premiers précurseurs territoires TEPOS en France. Alors le chantier, j'imagine quand même, Thomas Bailly, quand on est comme vous, comme ça, chargé de projet d'un TEPOS, j'imagine que
Le chantier est immense et on doit peut-être se demander par quel bout le prendre et savoir où on va et quelles sont les différentes étapes. Effectivement, l'important, voilà, c'est d'abord regarder les consommations d'énergie. Quel secteur de consommation d'énergie? Sur notre territoire, le premier secteur, c'est les entreprises, l'industrie. Le deuxième, c'est l'habitat. Vraiment les deux postes importants. Et après, l'autre point, c'est regarder quel potentiel on a en énergie renouvelable. Est-ce qu'on a beaucoup de forêts? Est-ce qu'on a beaucoup de terres agricoles? Est-ce qu'on a du potentiel éolien? Et puis le troisième élément, c'est les gens. C'est-à-dire un territoire qui a plein de ressources, mais les gens ne sont pas acteurs, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que nous, pays, on est une toute petite structure, très peu de moyens. On est là pour animer un projet de territoire et donc de permettre à un maximum d'acteurs, publics, privés, agriculteurs, entreprises, collectivités locales, habitants, à s'engager dans la transition énergétique. Et donc, on a engagé en 2015 des forums, des ateliers participatifs pour faire émerger des propositions d'action à engager dans les 5 ans à venir. Est-ce que cet engagement, Thomas Bailly, est partagé par l'ensemble de la population, par la base, ou est-ce que c'est une volonté des élus et qui doit maintenant justement mobiliser les acteurs? C'est un enjeu sociétal dont les élus de ce territoire ont souhaité s'emparer. Et après, le rôle effectivement de cette démarche, c'est progressivement que cette démarche soit appropriée d'abord par un premier réseau d'acteurs, des élus locaux, des maires, mais aussi des chefs d'entreprise, des agriculteurs, des associations, et puis progressivement aller jusqu'à l'échelle de l'habitant pour mobiliser l'ensemble des habitants. Mais c'est vrai que c'est un mouvement à engager progressivement à l'ensemble des habitants. Alors là aussi, vous avez fait donc le diagnostic, vous connaissez maintenant l'état de la situation, vous savez à peu près où vous allez aller. J'imagine qu'ensuite c'est une forme de stratégie à développer à travers, je ne sais pas, des chantiers, des axes de travail. Voilà, le choix, ça a été de dire, voilà, on a défini 5 axes. Les 3 axes de consommation d'énergie, les entreprises qui consomment 40-45% de l'énergie, l'habitat, qui consomment 30% et les transports qui consomment 20-25%. Donc 3 ateliers liés à 3 gros postes de consommation d'énergie. Un atelier sur la production d'énergie renouvelable. On veut réduire les consommations d'énergie d'une part, de l'autre côté, augmenter la production d'énergie renouvelable. Et puis un dernier axe de travail sur la sensibilisation, l'éducation de tous. Voilà, donc c'est nos 5 axes de travail. Et donc on a pendant plus de 6 mois, sous forme d'ateliers et de forums, échanger autour de ces 5 axes de travail et on a dégagé 11 chantiers concrets, on va dire, à mener dans les 5 ans à venir. Voilà, on a souhaité se limiter à 11 chantiers pour pas faire trop, mais être plutôt pragmatique et se dire on se donne au moins 11 chantiers engagés. 5 axes de travail que vous évoquiez, Thomas Bailly, et puis vous parliez également des chantiers. Alors 11 chantiers, on va peut-être pas tous les détailler, mais peut-être certains exemples de ces chantiers engagés. Oui, alors par exemple le premier chantier, c'est le défi de mobiliser 1000 familles, donc là on est sur des habitants à énergie positive qui s'engagent concrètement au niveau de leur foyer sur la transition énergétique sur 5 ans. Une autre action, c'est la mise en place d'une plateforme de rénovation énergétique pour favoriser la rénovation énergétique chez le particulier. Une autre action, c'est de développer dans les documents d'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme par exemple, les préoccupations énergétiques pour qu'on anticipe les futurs aménagements de demain qui soient plus sobres en espace, plus économe en énergie. Thomas Bailly, quand on parle d'énergie, on est toujours sur l'idée que nous allons manquer de pétrole et qu'il faut donc trouver des voies alternatives. Pour autant, on oublie souvent que la consommation d'énergie, c'est déjà réduire sa consommation. Est-ce que cela fait partie de votre démarche de territoire énergie positive? Oui, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que la démarche TEPOS, elle s'inspire de la démarche Négawatt. Et Négawatt, c'est 3 actions. Une première action sur la sobriété énergétique. Je réduis ma consommation sans investir et sans perdre en qualité de vie. Deuxième action, l'efficacité énergétique. Je mets en place des moyens, des technologies pour réduire cette consommation. Et seulement à la fin, je produis des énergies renouvelables. D'autant, et on le sait ça, le lien entre l'accès au pétrole et les conflits dans le monde. Là d'où je viens on n'oublie pas ces compagnons de route et tous ces riens qui font que nous tenons le coup. Au fil des kilomètres, chacun a grandi parce qu'on apprend vite des expériences riches. Alors merliche pour le temps perdu, je ne pense qu'à cultiver des projets d'envergure, nourrir le vécu de 1000 souvenirs d'antan que je raconterai à mes petits-enfants. Il était une fois le hasard de la vie, sous la lumière des étoiles de la nuit, des jeunes naïfs apprentis avec l'envie de créer, réunissent la rigueur et la manie de rêver. Et y a qu'à regarder
dès le trajet parcouru. Les liens tissés dans le succès se forgent à chaque coup dur. En avant l'aventure, place à l'inattendu. Seule l'expérience apaise le poids de la pendule. On est nombreux à ignorer ce qu'on fera de nos vies. Il ne reste qu'à mettre à profit ce qu'on a accompli. Fier d'hier mais pour demain. Le défi c'est tisser nos mains, le fil de nos vies avec chaque bout de chemin. Encore un bout de chemin. Encore un bout de chemin. Je suis venu les nerfs à vif, je repartirai le cœur léger. Ça fait des heures qu'on marche sous la chaleur d'été. C'est pour ces gens qui ont le sens d'hospitalité, qui partagent le peu qu'ils ont au-delà de ce que je pourrais imaginer. Sans rien attendre en retour, on t'ouvrira la porte si dehors le vent redouble. Assieds-toi et viens discuter simplement. J'ai couché ce texte comme si j'allumais un feu de camp. On n'a jamais craché sur un peu de chaleur humaine. Prends le temps d'admirer les couleurs du ciel. Mais qui t'a dit qu'il fallait faire plus de 1000 bornes comme ceux qui ont tout vu dans leur vision uniforme? Je suis ma route, mon âme est triste comme un chien de paille. Je revois le soleil tué, ça fait un bail. Besoin de respirer, de marcher hors des sentiers battus dans les rencontres d'un jour. Je te dirai à plus, il n'y a qu'un pas de la vie de bohème à la vie de clochard. Mais je plaquerai tout pour un point de vue sur le littoral. Je vis l'instant présent, rien se projette pour demain. Avec les frères, je continuerai un bout de chemin. Encore un bout de chemin. À la recherche de soi que se font les plus grandes trouvailles. Je n'ai appris à discerner qu'en traversant le brouillard. Preuve que l'expérience nous gagne. Chaque jour je combats mes faiblesses avec juste ma conscience pour arme. Se construire seul, bâtir ensemble, s'entraîner à encaisser les coups, c'est choisir d'en prendre, repousser les limites de l'inconnu, puis franchir les siennes. C'est déjà être à moitié libre que de sentir ses chaînes. Qu'importe le chemin pris, un même enseignement. Rien ne vaut la vie, donc tiens-y fermement. Une page de plus tournée vers le soleil, le vent. Ce qui vient avec le vent repart avec le vent. Savoir se perdre pour mieux se retrouver, voir l'espoir renaître à longueur de journée. C'est dans l'instant que j'essaie de vivre à fond. Le bonheur, une manière de voyager plus qu'une destination. L'empreinte de notre passage avant de quitter ce monde. Les paroles s'envolent mais les écrits resteront. Dans les épreuves, chaque parcours se rejoint. Alors on trace une route commune en marquant un à un nos bouts de chemin. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Encore un bout de chemin par le trio lorrain Stratégie de paix fondé en 2003. Nous aussi, nous allons continuer un bout de chemin en votre compagnie, Thomas Bailly, chef de projet Transition au pays Terre de Lorraine, notamment à travers les différentes actions que vous menez dans votre domaine d'intervention. Alors effectivement, dans le cadre de cette démarche territoire énergie positive, un des enjeux, c'est mobiliser les habitants du territoire. Et ça, c'est une des premières cibles. Voilà, c'est que si on veut réussir massivement cette transition énergétique, il faut mobiliser les 100 000 habitants. Alors 100 000 habitants, c'est peut-être pas évident, mais au moins un premier réseau nous on est parti sur 1000 familles énergie positive, c'est-à-dire en moyenne 3 000 habitants, 3-4 000 habitants. Là, vous cherchez à jouer sur le facteur exemplarité quelque part. Et puis exemplarité et en même temps geste simple, sobriété, c'est-à-dire la démarche famille énergie positive, c'est une famille qui au cours de la période d'hiver, donc en ce moment, fait le pari d'économiser 8% de son énergie et de son eau, simplement par des éco-gestes ou des petits équipements comme changer des ampoules ou entretenir sa chaudière, éteindre les lumières en sortant de la pièce, faire chauffer par exemple l'eau chaude plutôt dans la bouilloire que dans la casserole. On va gagner comme ça quelques kilowattheures, donc derrière quelques euros. Et ça, ce sont des familles qui sont toutes volontaires, bien évidemment.
Voilà, c'est des familles volontaires qui sont organisées en équipes. On a une vingtaine d'équipes sur Terre de Lorraine, sur le Saintois, sur Neuve-Maisons, sur Colombey et sur Toul, et qui s'engagent volontairement à s'engager dans ce défi. Et à la fin de l'année, en avril, à la fin de la saison de chauffe, on évaluera les consommations d'énergie, les gains, et puis il y aura des prix qui sont remis à différentes équipes et familles qui se seront engagées dans ce défi. Donc c'est vraiment convivialité parce que c'est collectif, économique parce qu'on gagne en moyenne 140 €, et en plus festif parce qu'on propose des temps festifs culturels, d'animation et des petits lots, des prix à gagner. Thomas Bailly, est-ce qu'on n'aurait pas pu s'engager depuis très longtemps dans cette voie de la transition? Est-ce que finalement l'approche économique que vous revendiquez, y compris à travers cette opération de défi famille à énergie positive, l'entrée économique et pour dire trivialement l'entrée porte-monnaie n'est pas plus efficace que la prise de conscience de notre impact sur la biodiversité? Alors c'est en tout cas le choix de Terre de Lorraine. On a fait une méthode, on parle nous d'énergie, pas de climat. On parle de consommation d'énergie, pas d'émissions de gaz à effet de serre, parce que dans les méthodes de calcul de nos consommations d'énergie, on peut faire un parallèle direct entre la consommation d'énergie et la facture. C'est-à-dire qu'on a un indicateur permanent de l'euro. Et immédiat. Et donc on est sur autant, voire plus, l'argument de la facture énergétique que le développement économique, création d'emplois qu'on souhaite développer, que l'aspect écologique. Pour autant, les 100 familles, alors là, on parlait dans le temps des fameuses 200 familles françaises, là on est sur des 100 familles à énergie positive. Thomas Bailly, est-ce que c'est là encore une démarche plutôt, j'allais dire, quasi monétaire ou financière, ou c'est une vraie démarche citoyenne pour ces 100-là? Alors je pense que les 100-là, c'est d'abord citoyenne. C'est plutôt des gens qui s'engagent majoritairement pour une action citoyenne, pour le projet et pas pour l'aspect financier. Après, c'est les premières familles peut-être les plus motivées. Et au fur et à mesure de l'élargissement, en fonction... Alors on a 3-4 arguments à intérêt de cette démarche et l'aspect financier ne sort pas en premier, je pense pas. Ça a été facile pour vous de trouver ces 100 familles? Alors facile, oui et non. En fait, il a fallu mobiliser la richesse de... Alors Terre de Lorraine a peu d'actions sur l'énergie, on démarre de zéro, voilà, on n'est pas du tout comme le Menet. Par contre, on a un territoire riche en acteurs, en initiatives, en associations, en communes qui s'engagent, et donc on a activé les réseaux sur Terre de Lorraine, le réseau associatif, les communes du territoire, les acteurs sociaux qui interviennent auprès des personnes en difficulté. Et si en mobilisant ces acteurs, c'est eux qui sont les acteurs premiers pour constituer des équipes. Alors ce défi famille à énergie positive, Thomas Bailly, a été lancé le 1er décembre 2016, mais vous avez, je crois, également d'autres projets. Oui, donc cette première action, j'ai oublié de le dire, c'est important, c'est animé par Guillaume Mataos, l'espace Info Énergie du territoire, le conseiller Info Énergie du territoire. Et ne pas hésiter à le contacter si vous souhaitez aussi vous engager dès maintenant. Et puis d'autres actions auprès des habitants sur... alors ça, c'est une action qui est opérationnelle. Une qui va engager en 2017, donc c'est bientôt. C'est la plateforme de rénovation énergétique. L'idée, c'est de permettre d'accompagner tout habitant du territoire qui souhaite faire des travaux de rénovation et lui proposer un accompagnement, une intervention à domicile. En complément de l'espace Info Énergie, on peut intervenir à domicile ou faire ce qu'on appelle un bilan thermique pour ensuite identifier les travaux à réaliser, adaptés à votre maison et adaptés à votre budget. Pour autant, sur ce projet-là, Thomas Bailly, est-ce que vous ne vous substituez pas quelque part aux professionnels, ou est-ce que ça veut dire qu'il y a un certain décalage entre l'offre et la demande, ou la demande et l'offre? Alors notre rôle, c'est de rapprocher l'offre et la demande. La demande, donc, c'est monsieur et madame lambda qui souhaitent faire des travaux, et l'offre, c'est les entreprises du territoire. Et donc nous, on accompagne à la fois les particuliers, donc ce que je disais, en intervenant à domicile, en faisant un bilan thermique, en préconisant des travaux, en fournissant la liste d'entreprises qui sont par exemple labellisées RGE. Et puis à côté, on accompagne, avec l'Agence de développement économique ADSN, on accompagne les entreprises du territoire pour qu'elles puissent répondre aux attentes des particuliers. Thomas Bailly, vous engagez également des actions auprès des communes. Écoutez donc ce témoignage d'Éric Piolle, maire Europe Écologie Les Verts de la bonne ville de Grenoble depuis 2014, dans un reportage diffusé sur BFM TV en 2015. On peut dire de ces lampadaires qu'ils sont intelligents. Ils s'allument et s'éteignent à l'heure juste en fonction des saisons, de la luminosité ambiante, et leur intensité lumineuse varie en fonction de la fréquentation de la rue. Résultat, la consommation baisse. Grenoble vise à terme 700 000 € d'économie grâce à ce système d'éclairage public. Triple objectif, d'abord de réduire de moitié la consommation énergétique de l'éclairage public. Donc ça c'est bon pour le porte-monnaie et c'est bon pour aussi le changement climatique.
Deuxièmement, d'améliorer aussi les questions de sécurité, des éclairages progressifs. Et troisièmement, de réduire de 80% la pollution lumineuse. Divisé par 2, la facture énergétique sur l'intégralité de la ville, du jamais vu en France. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Thomas Bailly, y a-t-il une spécificité à engager un projet TEPOS, TEPOS pour territoire et énergie positive, lorsque ce territoire est à dominante rurale? Là, le témoignage portait sur Grenoble, grande ville. Est-ce que la démarche est différente? Et j'imagine que oui, quand on est comme vous dans un territoire rural. Effectivement, le réseau TEPOS d'ailleurs est initié par les territoires comme le Menet, on en parlait tout à l'heure, qui sont à dominante très rurale. Nous, on est le territoire le plus urbain, périurbain des territoires TEPOS en France, des premiers territoires TEPOS en France. Donc effectivement, la démarche TEPOS est plutôt liée à un territoire rural parce qu'en milieu rural, on a plus de potentiel à produire des énergies renouvelables. C'est compliqué de mettre un parc éolien en plein centre de Grenoble. C'est plus facile dans le territoire du Menet. Donc le potentiel d'autonomie énergétique d'un secteur rural est beaucoup plus important qu'un secteur urbain. Alors on a vu les actions engagées à l'égard des habitants proprement dit, mais vous engagez également, Thomas Bailly, des actions d'une part auprès des communes du territoire Terre de Lorraine, mais aussi auprès des entreprises. Voilà, c'est vrai que la démarche est d'agir auprès des habitants, auprès des entreprises et auprès des communes. Et on a commencé par ça. Donc il y a plus d'1 an, on a donc mis en place une mission de conseil en énergie partagée. On a donc fait le recrutement d'un thermicien, Laurent Vogel. Et Laurent accompagne l'ensemble des 156 communes du territoire pour qu'elles puissent réduire leur facture énergétique, leur budget de fonctionnement. La part énergie d'un budget d'une commune est assez importante parce qu'elle gère l'éclairage public, on l'a vu dans le reportage, donc c'est un poste important, et les bâtiments communaux. Donc quand vous avez une mairie, une école, un périscolaire, des logements et l'éclairage public, ça pèse important. Donc c'est vraiment... En même temps, Thomas Bailly, ça me paraît relativement logique aux communes déjà de montrer l'exemple. Pour autant, vous citiez l'exemple en tout cas le Saintois faisant partie du territoire Terre de Lorraine. On est malgré tout toujours surpris de voir et de passer dans les communes à 2h, 3h du matin et le village illuminé comme en plein jour. Alors c'est vrai que la question de l'extinction des lampadaires est une question qui fait débat, qui se développe en tout cas aujourd'hui. Il y a 10 ans, il n'y en avait aucune qui le faisait. Il y a 5 ans, il n'y en avait presque pas qui le faisait. Maintenant, ça fait quelques années, effectivement. On voit soit l'abaissement d'intensité, soit l'extinction. Nous, notre métier, c'est de proposer un panel de solutions. Et il y a notamment des communes du Saintois. On a fait un appel à projet auprès des communes autour de l'éclairage public et de la rénovation énergétique des bâtiments, et c'est le territoire du Saintois qui a le plus répondu. Donc il y a un fort engagement des communes pour améliorer le remplacement de leurs luminaires pour avoir des luminaires plus performants, c'est-à-dire pour le même niveau. Ça veut dire que malgré tout, il y a encore des débats au sein même des communes qui pour autant font partie du pays Terre de Lorraine et qui n'adhèrent peut-être pas aussi massivement que vous, en tout cas, pourriez l'espérer. Non, il y a plutôt une bonne adhésion. Alors sur l'exemple du Saintois, sur l'éclairage public, il y a plutôt une adhésion sur une rénovation de leur parc d'éclairage, c'est-à-dire une division par 2 ou par 3 de la facture, juste par changer l'équipement. Après, effectivement, ça c'est la première étape. La deuxième, c'est j'abaisse ma lumière par exemple entre minuit et 5h du matin pour encore moins consommer. Et l'étape suivante, pour ceux qui le veulent, nous on n'impose pas du tout. C'est l'extinction totale ou sur une partie de la nuit. Mais ça c'est propre à chacun. On sait que chaque commune est différente. C'est vraiment un travail là de participation avec les habitants pour voir qu'est-ce qui est le mieux pour la commune. Auprès des entreprises du territoire, Thomas Bailly? Alors auprès des entreprises, c'est une démarche la plus récente, mais avec l'Agence de développement économique du territoire, la DSN, on est en train de travailler pour mettre en place une offre de services auprès des entreprises pour qu'elles puissent elles aussi réduire leur facture énergétique, à la fois au niveau de leurs bâtiments, au niveau de leur process. Certaines entreprises et industries notamment ont des process très consommateurs d'énergie, et donc de voir comment on peut les accompagner pour qu'elles réduisent leur facture énergétique et qu'elles soient plus compétitives pour l'avenir. Thomas Bailly, je suis surpris néanmoins que vous n'évoquiez pas le secteur de l'agriculture, que l'on sait également très consommateur d'énergie, ou en tout cas un modèle qui aujourd'hui repose en grande partie sur le pétrole, à travers les engrais, les pesticides, tout ça, après tout, ce n'est que du pétrole. On évoque aussi aujourd'hui la mise en place, bien sûr, de l'agriculture biologique, qui, elle, pour le coup, est également très peu consommatrice d'énergie, et puis aussi le développement des circuits courts. Alors, dans la méthode TEPOS, en fait, on regarde les consommations d'énergie directe et pas indirecte. Donc, on ne regarde pas les engrais et on ne regarde pas le pétrole qui est dans l'alimentation.
Et c'est des choses que nous, au Pays Terre de Lorraine, on traite à côté. Donc c'est un peu la limite de la démarche TEPOS. L'avantage, c'est qu'on est lié à la facture énergétique. Par contre, on n'a pas toutes les consommations d'énergie, ce qu'on appelle indirectes. On n'a pas l'énergie, on compte pas l'énergie dans les bâtiments. On compte l'énergie que consomme le bâtiment, mais pas ce qui est... Mais on travaille dans une autre démarche au niveau du pays sur un programme alimentaire territorial avec la Chambre d'agriculture sur les circuits courts. Et ça fait plusieurs années qu'on travaille sur ça. Pas dans TEPOS, mais à côté, le Pays Terre de Lorraine travaille sur les circuits courts. Et puis a un partenariat depuis longue date avec les chambres d'agriculture et le milieu professionnel agricole. On s'est quand même très longtemps moqué des énergies renouvelables. Les énergies naturelles renouvelables se situent désormais au cœur des enjeux et des défis sociétaux. En effet, nous sommes passés ces dernières années du statut d'énergie palliative, voire expérimentale, à un nouveau statut qui résulte d'une double injonction. L'injonction est d'abord environnementale. Depuis le protocole de Kyoto, les ENR se situent au cœur de la lutte contre le réchauffement climatique à l'échelle planétaire. Et ensuite, il s'agit d'une injonction à agir, notamment à l'échelle européenne ou à l'échelle nationale, puisque ces deux entités ont fixé des seuils, 20% pour l'Union européenne à atteindre en matière de production pour 2020, et les 3 fois 20% pour l'État français depuis le Grenelle de l'environnement. Durablement vôtre, Éric Mutschler. C'était David Giban, professeur à l'université de Perpignan, extrait d'une vidéo réalisée par l'Université virtuelle de l'environnement et du développement durable, l'UVED, consacrée à la transition énergétique. Rappelons que l'UVED est l'une des 7 universités numériques créées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à partir de 2004. Les projets TEPOS pour territoire et énergie positive s'inscrivent dans cette mutation que vient nous expliquer David Giban. Thomas Bailly. Oui, un des enjeux de la démarche TEPOS, on a dit sobriété énergétique, efficacité énergétique, on en a beaucoup parlé, et production d'énergie renouvelable. Deux exemples sur notre territoire qu'on vient d'engager. Un premier sur la biomasse. Dans la biomasse, c'est les filières méthanisation, c'est-à-dire on produit de l'énergie à partir de gaz, de biogaz, issu de déchets, et le bois énergie, on produit de l'énergie à partir du bois, tout simplement, là beaucoup plus connu. Alors, vous évoquez à l'instant, Thomas Bailly, la méthanisation. C'est donc une fermentation de matières organiques qui produit du gaz, qui ensuite va être utilisé pour produire de la vapeur, qui ensuite va être utilisé pour produire de l'électricité. Pour autant, l'origine de cette matière organique peut être différente. Soit ce sont par exemple, pour faire court, les épluchures et les déchets ménagers. Bon, là, on peut se dire ça pose pas de problème, encore que. Mais ça peut être aussi de la matière organique fabriquée spécialement pour ça. Est-ce que dans ce cas-là, on n'est pas dans un risque de concurrence alimentaire ? Alors c'est un des risques de la méthanisation. Hein. La méthanisation, effectivement. Moi j'ai parlé de déchets et nous on a fait une étude sur, on a repéré les biodéchets, donc des matières qui n'ont plus de vocation alimentaire, qui sont un déchet alimentaire. Mais effectivement, la loi autorise jusqu'à 15% de culture dédiée, de production à vocation unique pour la méthanisation, donc qui peut être en concurrence avec la production pour les besoins en alimentation. Ça veut dire qu'en clair, on va se servir de l'agriculture pour produire, pourquoi pas, du maïs, qui ensuite va être méthanisé, alors qu'on sait aussi, et on nous rabâche les oreilles avec la faim dans le monde, à raison d'ailleurs, mais on voit bien que ce n'est pas un problème uniquement de production. Oui, alors le modèle allemand, je crois qu'il y a plus de 8000 méthaniseurs en Allemagne. En France, il y en a moins de 500, c'est sûr, même très loin. Le modèle allemand est effectivement à forte production de méthaniseurs qui s'alimentent à partir de cultures dédiées, donc uniquement dédiées pour la méthanisation et pas des déchets. Alors que le choix français est plutôt de privilégier déchets et au grand maximum 15%. C'est-à-dire sur certains moments... parce qu'il faut aussi que le méthaniseur puisse être rentable et fonctionner, on peut avoir un peu d'apport de culture un peu spécifique dédiée, mais à la marge. Et nous, sur Terre de Lorraine, on prône fortement ça. C'est-à-dire le choix qui a été fait par les élus du pays et en lien avec la Chambre d'agriculture, c'est d'aller sur une charte éthique et que toutes les dynamiques, tous les projets qui seront accompagnés sur Terre de Lorraine autour de la méthanisation devront respecter ces engagements pour ne pas faire de concurrence entre besoins alimentaires et production d'énergie. Nous, on est sur des déchets. Alors, néanmoins, Thomas Bailly, j'ai un peu de mal aujourd'hui avec la méthanisation que j'ai trouvé forcément une source d'énergie formidable, mais ça c'était avant de découvrir, lors d'une récente conférence des agronomes Lydia et Claude Bourguignon, que vous connaissez peut-être, au lycée agricole de Château-Salin, en découvrant que les résidus de la méthanisation, en fait, sont quasi inertes, et moi je pensais qu'en réalité c'était de l'humus, et bien pas du tout. Alors, je ne sais pas si c'est de l'humus, mais c'est donc du digestat et ça a une forte teneur en azote. Donc, alors il y a deux discours. Moi, j'en connais
de dire donc c'est le résultat de la méthanisation. Donc c'est du fumier mais qui a été dont on a enlevé le méthane et qui n'a plus d'odeur déjà quand on l'épand dans les terres, et qui a des meilleures propriétés en termes d'azote, en termes d'engrais que le fumier qui n'est pas méthanisé. Et donc ça nécessite moins d'apport d'engrais d'origine chimique. Je vous donne les coordonnées de Lydia et Claude Bourguignon pour que vous puissiez creuser la question. Thomas Bailly, on parle ici avec vous de territoire énergie positive, de recherche d'énergie renouvelable. Est-ce que tout ça n'est pas un peu dérisoire quand on se situe à 30 km à vol d'oiseau de la grande poubelle nucléaire de Bure qui va nous impacter pour 6000 générations ? Non, c'est clairement, on va dire qu'il peut y avoir d'autres alternatives. Alors même si évidemment on ne va pas résoudre le problème de Bure, et on n'est pas du tout là-dessus, on n'est pas sur réseau, on est plutôt sur construire une autre voie. En fait, on est vraiment, nous là-dessus, une approche positive, un territoire énergie positive, c'est avoir une approche positive des choses, du développement, et de promouvoir un autre modèle de développement qui est plus sobre, plus économe et plus créateur d'emplois locaux. Alors je pose la question autrement. Est-ce que le choix du tout nucléaire français n'a pas très longtemps ralenti précisément cette transition que vous mettez aujourd'hui en œuvre au pays Terre de Lorraine, Thomas Bailly ? Alors c'est vrai que par rapport à d'autres territoires, nos voisins allemands, Luxembourg, Suisse ont un peu d'avance sur cette transition énergétique qui s'appuie sur les territoires, parce qu'effectivement on a plutôt un modèle centralisé, jacobin, français, mais qui nous a beaucoup aidé pendant longtemps. Simplement voilà, on voit qu'on est un peu en changement, on est en transition, et donc voilà, on doit construire un nouveau modèle qui était un modèle centralisé, un modèle décentralisé, et de jouer sur toutes les ressources et richesses de la France. Quelques mots, Thomas Bailly, sur un deuxième exemple, le cadastre solaire. Oui, donc c'est un projet qu'on va initier. L'idée, c'est mesurer le potentiel photovoltaïque, le potentiel solaire de toutes les toitures du territoire Terre de Lorraine, de tous les habitants, les entreprises et collectivités, pour que chacun ait un outil d'aide à la décision. Quand il est démarché par une entreprise, qu'il y en a beaucoup, qui démarche pour vous dire que vous avez un super toit et vous pouvez produire et que vous allez être riche, ça vous aide pour savoir si ça vaut le coup ou pas d'investir. Et puis nous, ça nous permet de repérer sur le territoire les toitures qui ont un super potentiel, dans lequel on pourrait investir sur des projets collectifs de type centrale villageoise. Je rêve à ton retour, les soirs de désespoir, Louise révoltée, qu'on appelait barbare, et qui criait bien haut, nul ne doit se soumettre, en arrachant le cœur des entrailles du maître. Tu n'aurais pas aimé cette résignation, toi qui remplaces à Dieu par la révolution. Ces chiens rampants qui lèchent le bâton qui les frappe, et ton utopie qui passe encore à la trappe. Louise, 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 je claquerais bien la gueule atroce de notre ère, peuplée de bovidés, heureux de se faire traire. Ces familles abruties par la télévision, qui trouvent super cool le chef de l'oppression, comme une jolie fleur écrasée par un char. Aujourd'hui il s'amuse à brûler des espoirs. Louise, reviens-nous avec tes illusions. Louise, reviens-nous, nous sont devenus cons. Louise,
ces hommes et tous ces clandestins, tous ces noirs qu'on dégomme. Cet empire me navre hors de main. Je veux voir planté dans son cadavre un joli drapeau noir. Je rêve à ton retour les soirs de désespoir, à l'heure où les rebelles ne sont plus que des poires, plus enivrés d'alcool que de belles utopies. Je rêve quand tu cries, tout pouvoir est maudit. Louise, 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 Louise. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Paroles, musique et interprétation d'Éric Grandemange, alias Éric Mi, pour cette chanson Louise, extraite de son album Le Choléra, sorti en 2009. Pourquoi le choix de cette chanson, Thomas Bailly? Est-ce que c'est uniquement parce qu'Éric Mi est lunévillois? Alors il y a deux raisons. La première, effectivement, c'est que c'est un artiste de grand talent, est un artiste local qui est originaire tout près de Terre de Lorraine. Donc voilà. Et puis Louise, c'est le prénom de ma fille. Ah ben voilà, ça fait effectivement deux bonnes raisons. Thomas Bailly, vous êtes aujourd'hui chargé de projet transition au pays Terre de Lorraine. Ça, c'est une vocation chez vous? Disons que ça fait partie de mon parcours. Ça fait 15 ans que je travaille sur les questions de développement durable. Il y a 15 ans, quand je présentais mon métier, chargé de mission de développement durable, ça n'existait pas. Voilà, donc je disais environnement parce que c'est pour que les gens comprennent un peu plus. Maintenant, je suis chef de projet transition. C'est encore très nouveau, donc voilà, des fois je dis chargé de mission développement durable. Est-ce que pour autant vous avez remarqué une évolution dans la perception par vos amis, votre famille, vos connaissances, votre entourage? Est-ce qu'il y a une évolution depuis ces fameuses 15 années, Thomas Bailly? Alors oui, il y a clairement une évolution sur la prise en compte des questions environnementales, du bio par exemple, la part de bio, de produits bio-alimentaires, d'agriculture bio et de produits locaux, mais surtout bio. Moi, je vois autour de moi, ça a complètement changé. Comment est-ce qu'on devient chef de projet transition, Thomas Bailly? Alors, c'est un savant mélange de culture, de trois choses. La technique, je suis ingénieur de formation. Le goût du développement local. Quelle formation d'ingénieur? Ingénieur généraliste, une école généraliste, où j'ai fait une petite spécialisation en dernière année sur l'environnement. Alors on va aller jusqu'au bout. Quelle école, à quel endroit? Alors c'est l'école polytechnique d'Orléans. Voilà, à Orléans, tout simplement. Après des classes préparatoires à l'ORITS à Nancy. Donc ça, c'est la partie formation? Oui, après j'ai complété par un master en aménagement de territoire, donc une double culture, à la fois donc technique et à la fois gestion de projet, développement local, que j'ai développé en ayant suivi un master en géographie à Lille, voilà, Lille 1. Et puis une troisième élément, c'est des convictions, c'est plutôt mon histoire personnelle sur l'engagement citoyen. Et puis tout ce qui est développement durable. Voilà. Alors les écoles d'ingénieurs sont souvent partagées entre précisément les gens qui sont bien très engagés, alors pour le coup pas comme vous, mais dans la technique, dans cette espèce de foi inébranlable dans la technologie, et puis des gens comme vous précisément qui cherchent ailleurs. Lorsque vous étiez étudiant en école d'ingénieur, Thomas Bailly, comment était ressentie autour de vous votre propre sensibilité? Alors elle était très minoritaire en fait. Il y avait clairement la dominante du monde de l'ingénieur, mais moi c'était il y a quand même quelques années, j'ai pas 20 ans, mais la prise en compte, c'était il y a 15-20 ans. La prise de conscience environnementale était très très faible. Là je faisais vraiment partie d'une petite minorité, on était sur 100, on était 2 ou 3, voilà c'est ça, on était 2-3%. Voilà. Est-ce que ça veut dire que vous étiez à l'époque déjà un peu visionnaire? Non, je pense que c'est pas du tout visionnaire, c'est plutôt lié à mon histoire personnelle, quoi. Mon père était paysagiste, avait ces sensibilités-là. Je pense qu'indirectement, il me l'a transmis. Le métier que vous exercez aujourd'hui, Thomas Bailly, vous en aviez rêvé? Oui, parce que je mélange la technique, ingénieur, et puis le sens l'aspect citoyen en fait des choses. J'aime bien cette hybridation. Alors, je disais tout à l'heure, vous l'aviez un peu réfuté, mais je crois qu'il y a un peu de vrai quand même, le terme de visionnaire. On va profiter de ce talent-là, Thomas Bailly, pays Terre de Lorraine, et puis la France, et puis le monde. Et bien justement, tiens, dans 15 ou 20 ans, c'est comment?
Dans 15 ou 20 ans, ça dépend vraiment des choix. J'aurais dit il y a 6 mois, j'aurais dit on aura un territoire français à énergie positive et l'Europe à énergie positive et un monde à énergie positive. Depuis les quelques signes récents électoraux américains, etc., là on sent que c'est plutôt le côté moins énergie positive, mais plutôt énergie négative qui ressort. Mais bon, voilà, c'est juste parce que les derniers signes politiques mondiaux étaient un peu négatifs. Peut-être que dans 6 mois, ça va changer. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Thomas Bailly, chef de projet Transition au pays Terre de Lorraine. C'est le moment de votre choix. On écoute. Rester qu'un enfant, j'aurais grandi trop vite. Dans un monde en super plastique, je veux retrouver maman, qu'elle me raconte des histoires de Jet et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant. Je du soleil dans ma mémoire, je du soleil, je du soleil, je du soleil, je du soleil. Ha, je veux traverser les océans, devenir Monte Cristo, au clair de lune m'échapper de la citadelle. Je veux devenir roi des marécages, sortir de ma cage, un Père Noël pour Cendrillon, sans escarpin, je veux du soleil. Un trop court extrait de Je veux du soleil, le titre du groupe Au Petit Bonheur qui a fait sa renommée à sa sortie en 1991, pour illustrer votre coup de cœur, Thomas Bailly. Voilà, le coup de cœur, c'est un village à énergie positive qui veut devenir à énergie positive, Ognéville, dans le Saintois. Que nous connaissons bien, que nous avons déjà reçu au micro de Durablement Vôtre. D'accord, donc qui est notamment animé par Patrick Greffly, qui est le premier adjoint de la commune, qui est animé par cette démarche de transition. Moi, je trouve qu'il incarne vraiment la démarche de transition qu'on veut développer, nous, à l'échelle Terre de Lorraine. Lui, dans le village, il incarne vraiment de manière exemplaire, je trouve, en mobilisant les habitants de sa commune, qui est un petit village de 100 habitants, qui n'a pas de richesse particulière, alors quelques atouts, mais pas plus qu'ailleurs, hein. Simplement, voilà, il a observé son village, pris le temps de contacter les gens, et à partir de ça, de dire voilà quelle action on peut mener autour des questions d'énergie, d'alimentation. Et voilà, et on sent qu'il y a une dynamique qui se crée après. C'est d'ailleurs assez improbable d'imaginer cette commune d'Ognéville comme ça s'engager un peu à la surprise générale dans cette voie de la transition avec une foultitude de projets. Oui, c'est pas une commune qui a 5000 habitants avec plein de ressources, beaucoup de taxes foncières, taxes d'habitation, taxes d'entreprise, etc. Non, voilà, c'est vraiment... On se dit que si Ognéville peut s'engager, d'autres communes peuvent le faire et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant. Et nous, on suit ça vraiment de près, tout le travail que fait la commune d'Ognéville, les habitants et Patrick Greffly, parce qu'on se dit que ça peut être reproductible après ailleurs, quoi. C'est ça qui est vraiment intéressant, quoi. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi, avant tout, Thomas Bailly, que finalement tout ça n'est qu'une question de femmes et d'hommes avec des convictions et une capacité et un leadership capable d'entraîner la population? Alors oui, la démarche TEPOS, moi je pense c'est d'abord une mobilisation des acteurs. Nous, Terre de Lorraine, on n'a pas d'atout particulier, hein. On a même plutôt beaucoup de contraintes parce qu'on a des grosses entreprises consommatrices d'énergie, très grosses entreprises. On a très peu de potentiel éolien, qui est le secteur renouvelable où on peut faire beaucoup de production d'énergie. Donc on a plutôt des défauts. On n'est pas un territoire comme ça qui est très naturellement, qui a des facilités pour faire TEPOS. Mais voilà, pour moi, la richesse de Terre de Lorraine, c'est ses habitants, c'est ses acteurs, c'est les associations, c'est des communes comme Ognéville. C'est ça qu'il faut qu'on puisse mobiliser. Et un territoire TEPOS, c'est d'abord un territoire qui se mobilise. Est-ce que des communes comme Ognéville, puisque vous la citez, Thomas Bailly, peut servir d'exemple et vous la mettez en valeur dans vos travaux? Est-ce qu'il y a comme ça des focus que vous êtes capable de faire ou de mener sur... Bon, tout à l'heure on évoquait le Menet, on pense évidemment aussi à la commune d'Ungersheim en Alsace, maintenant une des communes de la région Grand Est. Est-ce qu'il y a comme ça des communes ou territoires qui vous servent un peu d'exemple? Alors oui, on est allé il n'y a pas longtemps d'ailleurs à l'initiative de la commune d'Ognéville qui a organisé avec Citoyens et Territoires un voyage d'études à Ungersheim. C'est vrai que pour nous, l'Ungersheim de chez nous, c'est Ognéville. Enfin, on espère qu'Ognéville va devenir comme Ungersheim un village en transition. Effectivement, Ungersheim est une belle référence en manière de transition.
qu'est-ce qui, selon vous, vous qui côtoyez évidemment beaucoup d'élus, allez, on va faire un peu de psychanalyse, on va essayer de pas glisser dans l'arrière-boutique. Néanmoins, qu'est-ce qui fait que, eh bien voilà, on cite Patrick Greffly, premier adjoint au maire d'Oliville. Pourquoi lui a cette sensibilité-là et puis d'autres sont peut-être encore un peu à la traîne et voient ça de très très loin? À quoi cela tient? Alors, moi je ne suis pas arrivé tout au début, la phase amont de la démarche TEPOS en 2013, où mon prédécesseur a fait un travail de sensibilisation des élus. Donc on dit on est parti de rien, mais il y a eu un travail et d'une volonté du président du pays Terre de Lorraine qui avait cette sensibilité de transition écologique, Dominique Potier. Et puis après il y a eu un travail de sensibilisation des élus, et de ça est né un groupe d'élus sur Terre de Lorraine, une vingtaine d'élus qui sont vraiment motivés par cette question de transition écologique et énergétique, dont Patrick Greffly fait partie. Mais voilà, il y a Olivier Yob, il y a Pascal Christophe, il y a Audrey Normand, enfin il y a une diversité d'élus qui sont motivés, mobilisés autour de TEPOS. Est-ce que le fait que Dominique Potier soit président, bien sûr, de Pays Terre de Lorraine, mais lui-même agriculteur bio, pèse dans la balance, et en même temps, est-ce que ça ne peut pas aussi, alors je ne dirais pas jusqu'à décrédibiliser la démarche, mais on sait aussi que le bio, surtout dans les territoires ruraux, n'est pas encore véritablement pris en considération. Est-ce que ça joue en sa faveur ou en sa défaveur? Pour moi, je pense que ça joue plutôt en sa faveur, parce que c'est plutôt un gage de qualité de faire de l'agriculture biologique. Après, il ne l'affiche pas du tout, et il travaille avec l'ensemble des agriculteurs. On travaille beaucoup avec la Chambre d'agriculture et l'ensemble des agriculteurs. Les agriculteurs avec qui on travaille, par exemple, sur la méthanisation, ne sont pas forcément bio, mais font un super travail. Donc on n'est pas dans l'opposition bio-non bio, on n'est pas dans l'opposition nucléaire, pro-nucléaire, anti-nucléaire. On est plutôt qu'est-ce qu'on peut faire chez nous concrètement qui va dans le bon sens. Pour autant, Thomas Bailly, vous n'auriez pas envie que ça aille plus vite? Moi je trouve que ça... Je sais qu'on peut... En fait, ça fait 15 ans que je m'intéresse un peu aux questions-là. J'ai pas vu un territoire ou un secteur qui est allé très très vite a fait du chiffre en 6 mois. On voit le mener, ils ont des beaux résultats, mais 40 ans après, quoi. Donc on sait que ça prend du temps. Beckrich au Luxembourg, qui est aussi une référence, ils ont mis 20 ans, 30 ans. Donc voilà, ça se compte en dizaines d'années, ça se compte pas en mois. Merci Thomas Bailly pour cet entretien. Merci beaucoup Eric pour cette émission. Je rappelle que vous êtes chef de projet transition au pays Terre de Lorraine en Meurthe-et-Moselle, une coopérative, dites-vous, de 5 intercommunalités du sud-ouest de Nancy, un territoire de 156 communes et 100 000 habitants. Pour en savoir plus sur les territoires à énergie positive, les TEPOS, rendez-vous sur www.territoire au pluriel-énergie au singulier-positive également au singulier.fr.